All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de débrief de la Gamescom 2017 sur Star Citizen. Je vais faire cette vidéo en deux parties. D'abord, je vais vous présenter la conférence de vendredi soir et ensuite on reviendra sur les différentes infos qu'on a pu glaner au cours de la semaine durant les livestreams et les interviews. La conférence a démarré directement avec une démo. Chris précise que le build est probablement encore plein de bugs et que c'est la présentation la plus risquée qu'ils aient fait jusqu'à maintenant. La démo a commencé par une petite présentation du nouveau Moby-Glass. On peut voir que celui-ci affiche plusieurs infos intéressantes comme votre argent, votre santé, la composition de l'atmosphère et d'autres informations utiles. On apprend au passage que les missions de la 3.0 sont générées en procédural et qu'il peut potentiellement y en avoir des millions. Le joueur accepte via le Moby-Glass une mission de Miles Eckhart et en profite pour changer de vêtements via le menu d'équipement. On a ensuite une petite démo d'une fonctionnalité à venir, à savoir le réglage de la vitesse de sprint de son personnage via la molette de la souris. C'est apparemment une fonctionnalité qui existe déjà notamment sur Arma 3. Une fois sorti des quartiers d'habitation et dans la ville, Chris explique que la techno Subsumption est déjà en place. On peut le voir car des PNJ ont apparemment déjà des cycles d'activité journaliers. On constate par la fenêtre que le relief autour de Delamar a changé et que le système d'indication est déjà en place. Le joueur descend ensuite dans les sous-sols de Delamar et se dirige vers le bar où il est rejoint par un second joueur. Il va s'asseoir à la table de Miles Eckhart qui lui propose un contrat qui paraît légèrement douteux, qu'il accepte via le Moby-Glass. On voit ensuite que les avatars des joueurs auront des animations faciales grâce au mouvement du joueur filmé via une caméra. Cette techno est nommée Face over IP. On constate également que la VoIP fonctionne en 3D, puisque le volume de la communication diminue avec la distance et varie selon la position du joueur. On constate aussi que les mouvements de tête sont également intégrés, ce qui rappelle un peu la techno Track Air. Les deux joueurs circulent ensuite dans les skis pour acheter des armes tout en continuant de parler via la VoIP du jeu. On se rend malheureusement vite compte que leur jeu de rôle va très vite être agaçant. Comme Delamar n'a pas d'atmosphère respirable, ils sont obligés d'enfiler leur combinaison et on constate du coup un impact sur la communication en VoIP. Les deux joueurs se dirigent ensuite vers des ascenseurs pour monter en surface et faire spawn un rover. Les deux joueurs montent ensuite dans le rover et appellent un troisième joueur qui apparaît à l'écran du Moby-Glass du copilote qui lui demande de venir les chercher. Le rover démarre et part vers les montagnes à pleine vitesse, tout en nous offrant une superbe vue sur le cratère de Levski pendant qu'il se dirige vers une plateforme où un Constellation s'apprête à venir les récupérer. Le pilote du Constellation ouvre la soute pour permettre au rover de monter et les trois joueurs prennent ensuite place dans le cockpit du Constellation. Le Constellation démarre et s'élève vers l'espace. On peut voir que le niveau de détail du relief change assez rapidement, ce qui fait un peu tâche. Mais arrivé à une certaine altitude, la vue devient vraiment impressionnante. C'est malheureusement là que les choses ont commencé à foirer. Après un saut quantique, le joueur dans le poste de pilotage a planté et ils ont dû recommencer toute la démo depuis le début en mode avance rapide. Une fois de retour au-dessus de Deimar, ils se sont dirigés vers la surface et des turbulences ont secoué le vaisseau lors du passage dans l'atmosphère. Ils ont enfin pu apercevoir leur objectif, une épave de Caterpillar au fond d'un canyon. Après un atterrissage brutal, les deux joueurs sont sortis du cockpit et ont déchargé le rover à la surface. Le rover a parcouru un bon kilomètre avant d'arriver à l'épave, sous les avertissements de Chris Roberts leur disant de ne pas rouler aussi vite. Une fois arrivés au Caterpillar, ils se sont équipés de leurs armes avec le Moby-Glass en étant à découvert, bonjour le roleplay à géométrie variable. Et ils ont ensuite mis 2 petites minutes pour trouver la boîte noire dans une épave plutôt convaincante. Alors retour vers le Constellation, celui-ci a été attaqué et détruit par un Buccaneer et un Cut-Class. Le Cut-Class a pu être abattu avec un coup de railgun par le passager du rover qui avait ouvert la porte arrière pendant la poursuite. Pendant la fuite, les deux joueurs ont reçu un appel d'un pilote de Gladius leur proposant de venir les aider contre le Buccaneer. Et pour finir, c'est carrément un Idris qui est venu récupérer tout ce beau monde sur la planète en dégageant des nuages de poussière. Faire monter le rover sur la rampe de l'Idris n'a pas marché à cause du relief et les joueurs ont fini par monter à pied. En fait, le rover est carrément passé à travers la rampe et a fini en pièces. C'est assez dommage de voir qu'il y avait un bug similaire il y a un an et que ça n'a toujours pas été corrigé. Une fois dans le hangar, les joueurs sont montés sur le pont via l'ascenseur pendant que l'Idris décollait. Après ça, la démo a été mise en pause et Chris Roberts nous a expliqué que la 3.0 intégrera le Delta Patcher et le Spectrum, mais sans la VoIP qui est prévue pour après la 3.1. Pour laquelle il ne donne pas de date, sous les rires du public. Une petite vidéo nous a ensuite présenté l'intégration de la technologie Face Tracking de Faceware Technologies. Shane Tracy nous a fait une petite démo de manipulation du visage de Liam Cunningham. Le PDG de Faceware est ensuite apparu et a expliqué qu'il a été contacté par CIG il y a un an pour que ses ingénieurs intègrent leur techno dans Star Citizen. Il en a profité pour nous montrer la caméra qui permettra de profiter de cette technologie. On apprend qu'elle aura une résolution de 3,4 mégapixels à 60 images par seconde et qu'elle fonctionnera dans l'obscurité. La démo a ensuite repris et on a retrouvé nos joueurs dans l'Idris avant qu'ils mettent le cap sur Grimex. Arrivé autour de Yela, un vaisseau a menacé de les détruire s'ils ne rendaient pas la boîte noire du Caterpillar. Les joueurs ont fusé et le combat s'est engagé. On s'est vite aperçu que le vaisseau qui leur tire dessus est un autre Idris et je vous laisse la scène. So far today, you've destroyed 2 of my ships, killed 2 of my men,
and stole my black box. So, I'm gonna give you exactly one chance. Either hand over the box, or I'll put a hole in the ship and scavenge through the wreck. Nice bluffing. I call a bluff on that one. Can we talk about this? We already talked about it. You've got one option, and that's that. Well, I guess you're gonna have to come and get it then. I prefer that anyways. Let's get out there. Game time. Alright guys, get the fire blazers. Find the turrets. Heading down. Scramble the fires. Ready to roll. I'll go on power up. You're clear for takeoff. Alright guys, the elevation. Interceptor status report. Riptide, hold green. Still alive and kicking. Through here, boys. Stand by for landing. Nice flight, Mark. You too, Martha. What? I wasn't flying. What? Drinking again? Before a mission, Jesus, man. Hey, man. I haven't fired a turret in years. That was fun. Yeah, it was good fighting. So I guess we made some new friends. And enemies. Mostly Gotta come after that books for sure. Guys, people dice it. Yeah, coin.
Right. What? Where are you off to? Right, it's a high degree of difficulty. We'll see. Ooh. Okay. Stereo. Switch to. Just exit the ship. All right, back. There you go. There we go. All right, we brought him home. Okay. We're good. Chris Roberts a ensuite proposé de faire un match en live entre différents développeurs de CIG et on se serait bien passé de cette présentation puisque les deux Idris se sont carrément rentrés dedans avec un framerate dans les choux. Conclusion de cette conférence. Pour ma part, je suis assez mitigé à mi-chemin entre l'impatience et la déception. Je pense que c'était la conférence de trop. La Gamescom est un rendez-vous assez médiatisé et suivi par un large public, donc c'était pas le moment de montrer une démo buggée qui allait juste répondre aux interrogations des backers se demandant pourquoi la 3.0 n'est pas prête. Ça serait passé dans un événement plus intime, comme un ATV spécial ou une CitizenCon. Mais au cours d'un événement aussi médiatisé et un an après une Gamescom 2016 aussi impressionnante, le grand public était en droit d'attendre une version quasi finie de la 3.0, voire une nouvelle vidéo bluffante montrant ce que le jeu a à offrir dans les années à venir, ou même tout simplement un trailer comme le font les autres développeurs. Mais CIG n'avait rien de tout ça et ils ont persisté à être au rendez-vous. Je pense que cette fois ça a vraiment desservi le projet. Persister à vouloir faire une démo live est tout à leur honneur. Je préfère une démo un peu buggée, un trailer qui s'avérera mensonger, mais avec le projet dans cet état devant un public aussi large, c'était pas une bonne idée. Je vous propose ensuite un petit vrac d'informations concernant la 3.0 qu'on a pu choper pendant la semaine. On a pu voir que la config d'un des postes de la Gamescom autour de la 3.0 était composée d'un i7 7700K, 32 Go de RAM et une 1080 Ti. Une config donc très abordable, bien sûr. Il travaille pour le moment à ce que les serveurs aient un tick de 30 et les serveurs de la 3.0 devraient avoir le même nombre de joueurs qu'actuellement, à savoir 24 joueurs par instance. Les PNJ disposeront tous de routines en fonction de leur rôle. On pourra par exemple suivre un PNJ chargé de la maintenance et le voir réparer le vaisseau, partir manger, se coucher, se relever, retourner bosser, etc. Ils veulent vraiment qu'on sente que les PNJ vivent leur vie autour de nous. Quand on demande à Erin Roberts si un Idris peut être piloté seul, il répond que oui, mais dans ce cas, on ne pourra pas utiliser à fond les capacités du vaisseau. Il estime d'ailleurs que ce serait judicieux d'organiser des exercices en groupe pour être efficace dans le cas d'un vrai combat. Certains PNJ seront créés spécifiquement pour des missions, mais ils veulent avoir un système où les PNJ persistent, vivent sur la durée, vous reconnaissent, entendent parler de vous et réagissent différemment selon votre réputation. Pour le moment, les PNJ ne voyageront pas des masses. Si un PNJ vit sur une planète ou dans un vaisseau, il l'opérera de façon routinière dans cette zone. Certains PNJ pourront décoller d'une planète ou changer de vaisseau, mais ce sera plus dans le cadre de missions scénarisées. Si vous tuez un vendeur, le jeu enverra un autre PNJ le remplacer, mais pas immédiatement. Actuellement, on a ce système de zone d'armistice, mais à l'avenir, quand l'intelligence artificielle sera finalisée, il y a certaines zones où vous devrez donner vos armes à l'arrivée, un peu comme au Far West où on confiait ses armes au shérif. Mais dans la plupart des zones, vous pourrez garder vos armes sur vous et vous en servir, mais ça aura des conséquences. La sécurité, la police et les autres joueurs pourront vous tomber dessus assez rapidement si vous troublez l'ordre public. Dans certaines zones reculées, les conséquences seront minimes, mais dans les zones hautement peuplées et bien sécurisées, le jeu pourrait très bien vous envoyer des Marines pour vous calmer. C'est pas dans l'interview, mais on peut aussi imaginer des tas de conséquences dramatiques pour vous à plus long terme. Confiscation d'armes et de vaisseaux, annulation de contrats d'assurance en cours, interdiction d'atterrir sur certaines zones pour une certaine durée, tir à vue dans certains systèmes, amendes, remboursement auprès des victimes, taxation supplémentaire de l'argent récolté sur les contrats, tête mise à prix, interdiction de prendre des contrats, bref, il y a des tas de sanctions imaginables. Les quêtes pourront faire s'affronter des joueurs. Vous et votre guilde pourrez très bien avoir pour mission de récupérer une cargaison pour le compte de l'entreprise X, tandis qu'une autre guilde aura pour mission de la récupérer pour le compte de l'entreprise Z. Sur les planètes sans ville importante, vous ne trouverez pas de quoi vous réapprovisionner. Vous devrez donc emporter avec vous suffisamment de provisions comme du carburant et de quoi réparer votre vaisseau.
Une planète comme Delamar a par exemple tout ce qu'il faut à ce niveau-là dans la ville de Levski. L'impact de l'économie sur les missions se fera au niveau de l'offre et de la demande. Si une entreprise a besoin de matériel particulier pour construire des vaisseaux, alors les missions proposées dans le secteur consisteront à livrer ce matériel, mais aussi à empêcher les livraisons. La première version de la personnalisation de personnages sera dans la 3.0, mais sans les personnages féminins, car il faut être sûr d'avoir bien fini les personnages masculins avant. Concernant la taille du patch 3.0, Eric Kieron Davis croit que le dernier build qu'il a vu était de 40 Go, mais il n'en est vraiment pas sûr. Quoi qu'il en soit, il faudra tout réinstaller pour cette 3.0, mais après ça, les mises à jour seront incrémentales grâce au Delta Patcher. Ils sont très fiers d'avoir amélioré les performances de la 3.0. Normalement, les performances sont améliorées après l'alpha, mais ils veulent vraiment que les backers aient une expérience de jeu suffisamment plaisante. Le framerate devrait d'ailleurs être meilleur, même sur les petites machines. Il est prévu d'avoir des balises de détresse personnelles pour améliorer le gameplay en équipe. En tout cas, dans la 3.0, on pourra lier les vaisseaux entre eux pour passer en saut quantique en même temps que ses amis. Actuellement, on pourra voir ce que font les autres joueurs sur le Mobiglass, mais Eric ne sait pas si ça sera possible éternellement. Le tutoriel ne sera pas de retour pour la 3.0, mais le système d'indication permettra de former les joueurs au fur et à mesure de leur aventure. Le principal métier de la 3.0 sera le cargo, et beaucoup de missions tourneront autour de ça. Vous pourrez acheter des cargaisons de marchandises et les vendre, les voler à d'autres joueurs pour les revendre, ou tout simplement en trouver dans les épaves. Le métier de chasseur de primes sera également présent avec des missions consistant à récupérer des objets pour le compte de PNJ. La 3.0 mettra en place une vraie persistance. Si vous vous déconnectez, vous réapparaîtrez au même endroit où votre vaisseau, vos armes et vos marchandises vous attendront, dans le même état que vous les avez laissés en vous déconnectant. Erin n'a pas précisé si on pouvait se faire voler son vaisseau après la déconnexion. Ils veulent que nous commencions à être soigneux avec nos vaisseaux, qu'on réfléchisse à 2 fois avant de partir à l'aventure avec, et qu'on se décide aussi à abandonner les missions quand les choses tournent mal. Si vous mourrez, vous réapparaîtrez dans la dernière ville que vous avez visitée et qui dispose d'un hôpital. Ils sont aussi en train de voir comment ils vont pouvoir empêcher les joueurs de se servir de ça comme moyen de voyager rapidement. Si vous essayez de vous déconnecter dans votre vaisseau en plein milieu de l'espace, le jeu attendra quelques secondes avant de vous déconnecter réellement, afin d'éviter que des joueurs se servent de ça pour fuir un combat. Lorsque vous vous reconnecterez, vous réapparaîtrez au même endroit, dans votre vaisseau. Ils savent qu'ils ont du boulot à ce sujet pour éviter que les joueurs exploitent ce système. Le network original du CryEngine a complètement été écrit de façon à ce que le serveur fasse tourner des paquets plus petits, plus efficacement. Ils ont fini le travail à ce niveau-là, mais ils doivent s'assurer que tous les éléments de gameplay se servent correctement de ce nouveau netcode. Ils travaillent là-dessus depuis des mois, et Erin dit qu'on devrait avoir une amélioration importante dès que les bugs de la 3.0 seront corrigés. On pourra faire des missions avec nos amis. Grâce à la 3.0, vous pourrez lier les vaisseaux de vos potes aux vôtres au moment du saut quantique pour que vous puissiez tous sauter en même temps. Ils bossent aussi sur une solution plus pratique pour que vous puissiez rejoindre vos amis. Le travail est en cours, mais ça sera dans la 3.0. Dans les villes de la 3.0, si vous démarrez votre vaisseau, que vous en descendez et que vous vous en éloignez, votre vaisseau disparaîtra pour faire de la place sur les plateformes de décollage. Et si vous revenez, votre vaisseau réapparaîtra. La 3.0 comporte aussi une première version du contrôle aérien. Pour atterrir, vous devrez demander une autorisation. Une plateforme vous sera attribuée, et une fois que vous vous serez posé, que vous serez éloigné de votre vaisseau, celui-ci disparaîtra. Vous pourrez aller ensuite à une boutique, acheter des marchandises qui seront mises dans votre vaisseau quand vous retournerez sur la plateforme et que le vaisseau réapparaîtra. Vous pourrez faire apparaître un vaisseau après avoir respawn à un hôpital. On verra ici une des conséquences de l'offre et de la demande. Faire réapparaître un Aurora demandera peut-être 5 minutes, tandis que faire apparaître un Idris demandera certainement beaucoup plus de temps. Parcourir l'univers à bord d'un vaisseau comme l'Idris aura un coût élevé et représentera un certain challenge. Un joueur seul pourra le piloter, mais en aucun cas l'exploiter entièrement, car il y a trop de postes nécessitant la présence de joueurs comme les tourelles ou la salle des machines. En ce qui concerne la circulation de l'énergie dans le vaisseau, ils fonctionnent tous de la même façon, savoir que tout dépend de l'alimentation principale. Même chose pour les gros vaisseaux. Si votre Idris est salement touché, vous aurez besoin de quelqu'un à la salle des machines pour redémarrer l'alimentation, et dans les couloirs du vaisseau pour réparer les câbles et les fusibles qui auraient cassé pour remettre d'autres systèmes en marche comme les boucliers. Parfois, les réparations vous demanderont de sortir à l'extérieur du vaisseau pour trouver une armoire à fusible à réparer. Ne me demandez pas comment on peut voyager à 10% de la vitesse de la lumière et encore fonctionner avec des fusibles, j'en sais pas plus. Piloter un Idris sera vraiment un travail coopératif. Il voit bien les joueurs organiser des exercices pour s'entraîner à opérer en cas de situation d'urgence. Il faudra réparer la propulsion, les armes, les boucliers, mais aussi réparer les systèmes informatiques en cas de hack. Pour le moment, il y a une fuite mémoire sur le serveur qui cause des chutes de FPS au fil du temps. Ils sont en train d'essayer de corriger ces bugs pour que le serveur en 3.0 puisse supporter plus de monde et sans les chutes de framerate. Ils songent à développer un système de file d'attente au cas où beaucoup de joueurs iraient voir le même PNJ en même temps pour une quête. Ils ne savent pas quelle sera la charge à supporter au moment de la sortie de la 3.0, car pour le moment il n'y a qu'un seul PNJ dans leur émission, et qu'à terme les joueurs seront éparpillés dans l'espace. Mais si le problème se pose, ils étudieront un système de file d'attente. En tout cas, ils ne veulent pas faire ça avec une cinématique toute simple. La personne qui pourra discuter avec Miles Eckhart, par exemple, est celle qui sera assise devant lui. Ils savent que ça pourra poser problème et ils changeront ça si ça ne va pas. Le système d'oxygène sera présent dans la 3.0. Si vous n'avez pas votre casque et que vous êtes dans une zone non pressurisée, vous mourrez. Et évidemment, si vous parvenez à couper l'oxygène d'une base ou d'un vaisseau par surprise, cela vous donnera l'avantage lors d'un assaut.
Passons ensuite aux infos qu'on a pu récupérer concernant l'après 3.0. À partir de la 3.1, les joueurs devront s'occuper de boire et manger, cela affectera votre endurance et vous pourrez mourir si vous ne le faites pas. On peut sûrement imaginer la même obligation pour ce qui est de dormir. Erin a même évoqué l'obligation de se doucher, si vous ne le faites pas, la réaction des PNJ sera différente, et certains pourraient refuser de vous servir, notamment dans un bar. On a une nouvelle confirmation de ce qu'on savait déjà, le minage n'arrivera qu'à partir de la mise à jour 3.1. Vous pourrez être capable d'envoyer un message de détresse en proposant une récompense pour qu'on vienne vous aider à sauver une cargaison par exemple. Ils n'ont encore rien décidé à ce sujet, mais ils vont faire en sorte que 24 heures terrestres dans le jeu correspondent à un temps de jeu cohérent, histoire que vous ne soyez pas obligé de manger et boire toutes les 5 minutes. On n'est pas là pour jouer à Don't Starve. Avec la refonte du netcode, ils vont pouvoir commencer les choses sérieuses avec beaucoup de joueurs, et transférer des centaines de joueurs d'un serveur à l'autre sans que les joueurs le voient. Ils prétendent qu'ils pourront avoir 500 joueurs dans une pièce sur un serveur, et 500 autres joueurs dans la pièce d'à côté sur un autre serveur. Ils verront jusqu'où ils peuvent aller, mais ils travaillent dur pour que tout le monde soit dans le même univers, et non dans des instances séparées. On pourra peut-être acheter des vaisseaux avec les Alpha USC à partir de la mise à jour 3.1. Erin n'est pas sûr de ça, mais on pourra peut-être louer des vaisseaux pour l'univers persistant avec les REC dans la 3.0. On pourra piloter des gros vaisseaux en embauchant des PNJ, mais ils ne seront jamais aussi efficaces que des joueurs. Ils pourront manier des tourelles, faire des réparations et d'autres choses dans ce genre-là, mais ça sera pour après la 3.1. L'Idris et le Javelin avancent bien en même temps que des vaisseaux en doute pour Squadron 42, mais ils arriveront dans Star Citizen à une date indéterminée. Passons enfin à Squadron 42 qui a été la grosse absence de cette Gamescom 2017. C'est durant l'interview de Chris Robert par GameStar qu'on a appris que Squadron 42 ne serait pas montré à la Gamescom, car Chris exige un certain niveau de qualité avant de le montrer. On a seulement appris que Squadron 42 aura des planètes procédurales, ce dont Chris est plutôt fier. Le point bloquant le plus important est l'intelligence artificielle et les animations, car ils veulent que les PNJ se comportent de façon aussi crédible que dans une cinématique. Les derniers assets de Squadron 42 nécessitent encore du travail, mais pas mal de missions sont déjà finies et peuvent être jouées du début à la fin et fonctionnent toutes avec les technologies Subsumption. Squadron 42 comportera une station spatiale de 12 km de long qui a un rôle assez important dans l'histoire. À côté, un bagal ne fait qu'un seul kilomètre de long. Quand on lui redemande si on verra Squadron 42, il répond pas à la Gamescom et ne promet rien quant à la date où il le dévoilera car il ne veut pas faire de promesses qu'il ne tiendra pas. Et il fait bien, car la CitizenCon c'est dans seulement 2 mois, et 2 mois à l'échelle du développement de Star Citizen c'est rien du tout. Surtout que la priorité de CIG actuellement est sûrement de corriger les bugs de la 3.0 pour essayer de la sortir avant Noël. Donc Squadron 42 à la CitizenCon, j'en doute fort même si j'espère me tromper. On finit par l'émission Burndown qui a été la petite surprise de cette semaine puisque CIG avait dit qu'il ne ferait pas d'émission pendant la semaine. On commence par Maria de l'équipe QA qui a testé la zone de Levski et les outposts. Son plus gros challenge a été de s'assurer que l'éclairage est correct partout, car selon elle cette zone est vraiment grande. Surtout que l'éclairage peut être amené à changer, notamment si des véhicules spawnent dans les garages. Pendant les tests, elle est obligée de peupler les scènes avec des personnages pour s'assurer que l'éclairage marche aussi bien sur eux que sur l'environnement. Steve Bender a travaillé sur les States Machines, autrement appelées Animation Flow Graph. Cela leur permet de décomposer en différents segments les performances capture des acteurs afin de les associer aux différentes étapes qu'un PNJ doit avoir au moment de son interaction avec le joueur. Il sélectionne du coup les prises où les acteurs se sont révélés les plus naturels, les assemble et corrige après coup les micro-transitions d'animation entre chaque étape. Il nous montre ensuite un graphe d'un PNJ qui doit être un marchand avec toutes les animations qu'il peut avoir en fonction de si vous approchez sa boutique, si vous achetez, si vous observez un item, si vous partez, etc. L'utilisation du Mobiglass doit être retravaillée car elle est encore buggée dans les véhicules, ici dans le rover Ursa. Matthew Intreri était un peu honteux face caméra quand il expliquait le bug qu'il avait causé. Les trains d'atterrissage se rétractaient à l'approche du sol et se déployaient en altitude, ce qui est l'inverse du comportement voulu. Du coup, impossible de tester leur suspension. Il a aussi eu un autre bug à cause des morceaux de vaisseau qui n'avaient pas de rotation lorsqu'ils se détachaient de leur vaisseau. William Weisbaum explique ensuite qu'ils ont généré des noms pour les différents PNJ du jeu et que le premier lot comporte 7 200 000 noms. C'est nécessaire pour nommer tous les gens qui vont peupler les différents systèmes solaires. Josh Herman explique que l'un des plus gros challenges de la 3.0 est le positionnement des lumières qui n'est apparemment pas aussi simple que de glisser-déposer un asset sur la scène 3D. L'autre challenge pour l'équipe responsable des personnages est de faire une vérification de tous les PNJ présents dans le jeu pour s'assurer de l'absence de bugs et de la présence de tous les fichiers nécessaires comme les textures. David Haddock, l'écrivain de CIG, s'est chargé de rédiger tous les textes descriptifs des différents items du jeu comme les armes, les vêtements, les composants de vaisseau, les armures, et comme ils sont en train d'intégrer tous ces textes à DataForge, ils en profitent pour vérifier que tous ces textes sont cohérents. Les missions procédurales posent un challenge un peu particulier puisque malgré leur aspect procédural, leur description doit quand même être précise. Le descriptif de ces missions est alors préalablement généré selon plusieurs modèles, mais avec des trous, qu'ils complètent ensuite à la main avec ce qui est contextuel à la mission, comme les lieux ou l'objet rapporté. Francesco Roccucci nous parle ensuite de la tâche sur laquelle il travaille, le Level of Detail Update for Momentum Behavior. Derrière ce nom barbare se cache en fait l'optimisation des éléments à gérer ou pas sur un PNJ en fonction de sa distance avec le joueur, et si le joueur le voit directement ou pas.
Dans la vidéo, on peut voir qu'en s'éloignant, le PNJ reprend une position en T, sans animation, sans mouvement et sans réaction à la physique. Enfin, dans la nuit de vendredi à samedi, le schedule report a été mis à jour et le nombre de bugs est descendu à 67, avec 7 bugs bloquants, 36 critiques, 20 en priorité élevée et 4 en priorité modérée. Mais il y a fort à parier qu'avec la conférence de vendredi, de nombreux bugs vont être ajoutés à cette liste. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, je vous dis à dans une semaine, salut à tous et portez-vous bien.